Allez, il nous reste un peu moins de 10 minutes. Le réveil de l'Europe puissance, ça passe aussi par sa régulation sur les GAFAM. On en parle beaucoup aux États-Unis. Hier, au Congrès américain, il y avait des auditions qui se déroulaient autour de l'idée de la menace. Voilà, j'ai retrouvé la menace de l'Europe sur la liberté d'expression et l'innovation. Voilà comment on nous voit depuis Washington, ce qui prouve qu'on a encore un tout petit peu d'influence. C'était le thème d'une audition au Congrès américain hier, où participait notamment Nigel Farage. Thierry Breton lui avait décliné. Le bras de fer continue entre les États-Unis et l'Europe autour de la régulation sur le numérique, avec Google qui sort quasiment indemne de ce grand procès qui est le menacé de démantèlement. C'était absolument majeur, quasi existentiel pour ce géant. Et au final, on a le résultat du procès. Google peut garder Chrome. La puissance américaine en termes de numérique reste entière. Ludovic de Sauté. Alors, je vais vous décevoir. Je ne suis pas sûr que Google sorte aussi indemne que ça, Raphaël. Vous m'intéressez. Oui, sur le monde d'avant, c'est-à-dire les navigateurs, ce qu'on appelle Chrome et autres. Oui. Okay, bon, Google évite le démantèlement tel qu'on a pu le connaître dans d'autres épisodes chez Microsoft et autres. Pour autant, dans la décision qui a été prise et qui est importante, il y a la nécessité pour Google aussi d'aller dans le partage de données auprès de la concurrence. Oui. Or, on est dans une période de rupture. Je vais essayer d'être le plus clair possible. On a vécu pendant une vingtaine d'années sur le digital, sur une structuration, sur Internet qui était énormément basée sur ce qu'on appelle le search, c'est-à-dire la recherche, c'est-à-dire la porte d'entrée naturelle qu'on avait sur Internet était souvent Google, qui plus est prééquipé chez Apple, Samsung, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc finalement, c'était le bottin, les pages jaunes pour entrer dans Internet était Google. Maintenant, il y a un petit élément qui est arrivé, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Absolument. Et c'est pas juste d'être dans quelque chose de fantasmé, voilà, c'est-à-dire qu'on le voit même déjà. Google perd du terrain aujourd'hui face à OpenAI. Exactement. Et moi, je peux vous dire que je le vois avec des étudiants et autres, c'est-à-dire que leur interface, leur façon de consommer l'information est en rupture par rapport à notre génération, c'est-à-dire c'est d'autres façons de rentrer. Et là-dessus, c'est tout l'écosystème Google qui est menacé. Or, le juge, en décidant de dire OK, Google, je ne te démantèle pas, parce que de toute façon, finalement, en gros, je suis en train de démanteler un écosystème qui est plutôt en perte de vitesse. Oui. Par contre, je vais l'obliger à partager les données. Et obliger à partager les données, ça, c'est nourrir tout l'écosystème concurrentiel de l'intelligence artificielle. Et là, ça vaut très cher. Et là, Google met une pépite sur le marché. Ça veut dire que c'est une bonne application, finalement, de la logique du droit de la concurrence. C'est-à-dire qu'on favorise l'innovation. Oui, je suis assez d'accord avec l'analyse qu'il y a. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, effectivement, Google, c'est un lobbyiste très puissant qui a réussi à contourner, effectivement, les capacités de démantèlement de l'État américain. Mais ce n'est pas du tout le cas. Et je crois qu'effectivement, là, Google est en perte de vitesse sur l'aspect traditionnel. C'est ce qu'a enregistré, effectivement, l'autorité de la concurrence américaine. Et donc, le véritable enjeu, maintenant, ça va être le partage des données un peu partout. Oui. Et quant à la réaction... C'est l'or noir, la data, aujourd'hui. Effectivement. Voilà, effectivement, c'est la donnée majeure. C'est donc l'accès à ces données qui est importante. Et quant aux Américains, sur les critiques sur l'Europe et tout ça, ce que les Américains, l'État profond, enfin, les gens qui conseillent Donald Trump, les gens qui regardent ce qui se passe, ce qu'ils reprochent surtout aux Européens, c'est pas tellement de pourchasser les GAFAM et tout ça, parce que quand on regarde après, les Européens sont aussi propriétaires de tout un tas d'entreprises aux États-Unis. Les Européens sont effectivement des intervenants indirects. Ce qu'ils ne font pas eux-mêmes, ils le font faire par des gens dont ils sont les propriétaires. Mais ce que reprochent surtout les Américains, et ça c'est depuis la création pratiquement de l'OTAN, c'est d'utiliser les États-Unis comme mercenaires sans jamais les payer. C'est-à-dire de ne pas avoir le budget de défense qui... Ça, c'est ce que dit Donald Trump sur la défense, effectivement. Oui, j'en ai ras-le-bol de payer pour vous. Oui, Nixon disait déjà la même chose. C'est-à-dire, Nixon, quand il a sorti le dollar de la convertibilité or, il a dit les Européens, au lieu de payer la défense qu'ils devraient payer, ils viennent me chercher mon or. Ils viennent me piller mon or parce qu'ils dégagent des excellents, parce qu'ils ne dépensent pas assez pour la défense. On en a parlé hier, Jean-Marc, à l'époque. L'once d'or était à $35. Et elle a touché 3500 en début de semaine. Elle est maintenant installée au-dessus de 3500. Elle avait un peu touché 3500 au mois d'avril, juste pendant quelques heures. Et là, maintenant, elle est installée au-dessus de 3500. Ouais. Et donc, concrètement, je pense que les Américains, c'est un procès
politique qu'ils font aux Européens sur le thème, pas tellement la liberté d'expression, c'est que vous ne payez pas assez pour ce que vous devez payer par rapport à l'effort de défense naturelle et les forces de défense. Oui, enfin, il y a quand même un principe de défense de leur industrie du numérique. On a vu lors de l'intronisation de Donald Trump, tous les grands patrons des GAFAM derrière lui. Oui, mais encore une fois... L'État américain et les géants du numérique sont quand même intrinsèquement impliqués. Oui, absolument, mais on voit bien qu'il est en train de réaliser, là aussi, c'est la puissance américaine. Que toute une partie de l'appareil industriel américain est tombée entre les mains des fonds européens et asiatiques, essentiellement japonais. Et donc, il est en train de nationaliser une partie de l'industrie en disant, pour être sûr qu'elle reste américaine, je vais la nationaliser. Donc, il a commencé à s'introduire dans un certain nombre... Parce qu'il a une prise de conscience que l'enjeu, c'est de définir ce qu'est une entreprise américaine. Eh oui. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise américaine ? Est-ce que c'est sa localisation ou est-ce que ce sont les capitaux ? Est-ce que ce sont les gens qui la détiennent ou est-ce que c'est l'endroit où sont implantées les usines ? Et donc c'est pour ça que je maintiens sur l'Europe, véritablement sa hargne ancienne, c'est de dire on est les mercenaires de l'Europe et l'Europe ne paie pas. Normalement, quand on a des mercenaires, on les paie. Vous êtes d'accord avec cette analyse? Alors, je pense qu'il y a un petit point commun dans les sujets dont on parle ce matin avec vous tous ensemble, c'est Mercosur. J'entendais ce que disait Gaël sur les droits de douane et ce qu'on dit sur le numérique. C'est qu'il ne faut pas quand même minimiser le fait qu'il y a aussi un choc de valeurs derrière ça. Il y a des enjeux politiques. C'est-à-dire que dans la politique de Trump doit aussi alimenter un socle électoral un petit peu perché, un petit peu dans un halo là, générationnel, un peu bizarroïde avec des croyances, c'est le DSA dont on parle. C'est l'acte un peu fondateur en Europe de régulation sur les grosses plateformes. Qu'est-ce qu'il dit, ce DSA que Trump déteste et voudrait voir abandonné sous la menace de réinfliger droit de douane pour beaucoup. Qu'est-ce que dit ce DSA? C'est qu'il dit qu'en fait, en Europe, et c'est important, il faut qu'on s'entende là-dessus, et d'où l'importance de signer aussi peut-être le Mercosur pour s'entendre là-dessus avec une autre zone de libre-échange, finalement, c'est qu'il dit qu'en Europe, il y a des règles, en fait, dans le partage, il y a des choses qu'on ne fait pas sur les plateformes. On ne peut pas insulter les gens. Et il y a des choses qu'on ne dit pas, surtout. Il y a des choses qu'on ne dit pas, on ne fait pas de négationnisme, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et c'est un socle, je pense, sociétal, là où les États-Unis sont dans une autre culture, c'est pas à nous de le juger. Mais il y a cet affrontement qui est en train de se jouer. Évidemment, il y a des enjeux financiers importants, mais je rappelle que pour les GAFAM, l'Europe, c'est à peu près un tiers de leurs revenus. Donc, majeur. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne pourront pas éviter. Ils ne peuvent pas faire sans. Ils ne peuvent pas faire semblant. Mais pour autant, derrière, se pose quand même cette question, un peu de société, mais qui n'est pas neutre. C'est-à-dire qui n'est pas neutre parce que peut-être que les armes de l'Europe sont un peu lourdingues et autres. Il y a eu une petite info qui est tombée, qui a un autre éclairage, c'est qu'à l'inverse, il y a une grande plateforme marchande allemande qui s'appelle Zalando, qui est une grande plateforme de vente en ligne allemande, qui, elle, a perdu un procès face à Bruxelles et qui est rentrée dans la catégorie des très grandes plateformes, au même titre que Meta, que Google et que demain Amazon. C'est-à-dire que ce n'est pas que les États-Unis qui sont concernés, c'est toutes les grandes plateformes qui ont des pouvoirs sur la population et qui manipulent beaucoup de données, très clairement.